Bienvenue de nouveau à notre forum 2021 et cette fois-ci c'est pour le secteur FMCG et Food Service. Nous allons parler de plusieurs choses. J'ai invité deux personnes avec qui je vais parler de deux sujets. Avant de commencer, deux choses pratiques. Et vous n'entendez pas la traduction simultanée, vous êtes sans doute en train d'écouter dans le mauvais espace. Donc pour suivre la session en français, il faut cliquer sur le bouton Agenda et ensuite en haut de la page sur French. Tussen de onderwerpen door ga ik ook ruimte tijd laten voor Je vais également vous donner le temps de poser des questions. Vous pouvez toujours les écrire dans la chatbox. Les collègues vont me communiquer toutes vos questions et n'oubliez pas de bien mentionner à qui vous posez les questions. Si nous avons assez de temps, les collègues vont répondre à vos questions dans la chatbox. Si ce n'est pas possible, nous allons vous fournir une réponse après la session. Qui sont les deux invités? J'ai Kathleen Pans dans le studio qui travaille comme Senior Master Data et Process Manager pour Macrometro et Yuri Andris qui est Master Data Manager pour Petersil. Moi, je suis Tom de Porter et je travaille en tant que Sector Manager pour GS1 Belux. Yuri, je commence par toi. Je pense que Petersil n'est pas très connu. Est-ce que tu peux vite présenter l'entreprise? Oui, effectivement, je crois que Petersil n'est pas un nom très connu, mais nous sommes un distributeur full service. Ça veut dire qu'on est actif au Benelux et en France. Nous avons quelques 90 marques que nous représentons, des marques food et non-food. Nous faisons des activités de marketing et de vente, mais on soutient également la gestion des données GDSN. À part ça, nous sommes également producteurs de différents produits, comme des olives et des antipasties, et nous travaillons également sous un label privé. Ah ok, bien, je sais déjà qui s'occupe des amuse-gueules après cette session. Ok, après à toi, Kathleen, je suppose que la plupart des participants savent déjà ce que c'est Macrometro, mais tu peux vite présenter? Oui. Macrometro fait partie du groupe international allemand Metro Group depuis 1998 et a ouvert ses premières portes en 1970 en Belgique, à Deurne, près de Anvers. Petit à petit, nous avons vu que la part de nos consommateurs finaux a augmenté. Voilà pourquoi en 2003, nous avons ouvert une deuxième ligne de vente qui se focalise sur les clients Horeca. Cela fait que nous travaillons sur le marché B2B et B2C. Nous avons 17 magasins physiques et 2 canaux digitaux. Nous avons d'une part MacroShop, c'est notre webshop lié aux marques Macro Sales Line, et puis nous avons également d'autre part Metro Delivery Service. Ce sont les activités de food service. Nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 700 millions en 2020 et ça nous donne une part de marché de 2,3% sur le marché du retail belge. Donc Macro, c'est le supermarché, Metro, c'est le food service provider. Donc vous êtes actifs dans les deux secteurs. Effectivement. Nous passons maintenant au premier sujet. Je commence par toi. Les informations sur les produits que vous avez, les produits GDSN, Global Data Synchronization Network, doivent être qualitatives, correctes et complets. Mais je peux m'imaginer que ces informations de produits n'augmentent pas
de soi, donc il faut y investir en tant qu'entreprise. C'est vrai? Oui, effectivement. Tout d'abord, on a besoin assez de personnel pour le réaliser. Je crois que c'est une erreur qui se fait souvent. Si on remplit des données dans le réseau GDSN, on le voit souvent comme une tâche administrative qui s'ajoute à un autre paquet de tâches d'un collaborateur. Donc souvent c'est vite fait, mais quand même, il est quand même important d'avoir assez de temps pour ce faire. Ça dépend bien sûr de l'ampleur de l'entreprise. Souvent on n'a pas assez de personnel, mais il est quand même important de réfléchir sur qui peut mieux faire cette tâche. Nous avons donc besoin de personnel, mais on a également besoin d'une bonne formation. Si on a une bonne position et il y a des personnes qui peuvent former le personnel au sein de l'entreprise, c'est bien, mais c'est quand même nécessaire de savoir comment le faire exactement. Je trouve très important également de bien avoir les bons processus pour pouvoir le réaliser. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, dans le cadre de l'entreprise, il est très important de bien définir qui fait quoi, qui est responsable des échantillons, des étiquettes, des informations publiées vers les retailers, etc. Donc, il faut toujours bien clarifier ce genre de choses. Les systèmes IT sont très importants aussi, mais ont plus une fonction de soutien. Donc ça dépend bien sûr de l'organisation, mais c'est surtout le mindset pour regarder des processus des données. En tant que fournisseur, on peut bien sûr connecter la solution PIMDAM au réseau. PIM, c'est Product Information Management. C'est un système avec les informations structurées, les fiches des produits, et puis DAM, Distributor Asset Management System, c'est en fait les digital assets, donc les photos des produits, des images, des modes d'emploi en format PDF qui contiennent des informations structurées et qui sont liées au système. Pour certaines entreprises, c'est un grand investissement, ça coûte trop. D'autres entreprises y travaillent déjà, mais l'implémentation prend quand même un peu de temps. Il faut savoir que la solution PIMDAM est une bonne solution dans le cloud. Mais très concrètement, pour vous, ce processus master data, donc toutes les étapes qui sont faites par les différents acteurs, comment cela se fait-il chez vous? Eh bien, il y a quelques années, nous avons opté pour une plateforme. Nous avons donc décidé de concevoir notre propre système. Donc, on est en contact avec notre partenaire, notre fournisseur, et c'est un supplier qui fait qui collecte les données et qui peut les remplir dans la plateforme. Ainsi, nous pouvons communiquer toutes ces données au data management. Un avantage, c'est que nous avons déjà toutes les informations. S'il s'agit d'un article food, par exemple, il faut toujours avoir les bonnes informations. Et si ce n'est pas bien rempli, on ne peut pas encore envoyer ou transférer le produit. Donc, grâce à cela, nous pouvons envoyer toutes les infos nécessaires. Ainsi, on évite des situations difficiles dans lesquelles les informations sont toujours envoyées plusieurs fois. On continue toujours dans cette histoire. Il ne s'agit pas seulement de la totalité des données, mais on compare également les données. Le poids qu'on mesure également pour l'emballage. Et là, on peut également faire la comparaison. Ainsi, nous pouvons éviter beaucoup d'erreurs de données.
Le travail manuel pour nous, dans les plateformes GDSN, c'est le téléchargement des données des étiquettes. On a énormément de marques qui font partie de différents marchés, donc ce n'est pas vraiment une routine pour nous. Il y a énormément de choses dont il faut tenir compte. Donc voilà pourquoi on doit le faire manuellement. Nous avons quand même quelques outils. Par marque, par exemple, nous avons des informations. Quels sont les points d'attention auxquels il faut faire attention? Même chose pour les logos. Ça dépend bien sûr des produits, mais on peut avoir différents types de logos. Donc on a un fichier avec les différents logos qu'on utilise souvent. Ainsi, tout le monde a à disposition ces données. Donc les contrôles des systèmes sont également introduits dans votre propre système et ainsi on peut faciliter les contrôles des processus. Les instructions, la documentation est prévue également dans votre propre système, donc les collaborateurs, le travail des collaborateurs est facilité. Après cette documentation, vous avez également votre propre documentation et ça demande bien sûr un investissement. Mais vous dites que le temps de lancement est plus court lorsqu'il y a un nouveau produit grâce à ce nouveau système. Merci. Kathleen, je peux m'imaginer qu'en tant que retailer, il faut investir beaucoup également pour retirer ces informations du système GDSN et beaucoup d'énergie pour traiter donc, ces infos. Effectivement, la gestion des master data, ça a été un processus un peu difficile. Nous avons dû prendre plusieurs étapes. Très tôt déjà, on était l'un des premiers sur le marché qui collectait des données, qui faisait des analyses des données. Mais la gestion des données a toujours été difficile. Une première étape qu'on a dû faire, c'est la gestion, c'est mettre sur c'est rendre public ces données. Nous avons la gestion nous avons en fait retiré cette tâche du système. Une deuxième étape importante dans ce processus, c'est le connecter sur le réseau GDSN. Ça a été un travail vraiment difficile. Donc nous avons cela a pris 4 ans avant de pouvoir réaliser ce travail. Nous sommes une entreprise internationale et la gestion des systèmes se fait dans le groupe aussi. Donc à chaque fois qu'on rencontrait une difficulté, on nous mettait dans une file d'attente internationale et ça a quand même été chronophage. Et pour les fournisseurs aussi, c'était difficile de gérer la situation. Mais après 4 ans, finalement, on a trouvé notre vitesse de croisière. Nous avons plus de 270 fournisseurs qui sont live. Donc 65% de nos catégories sèches sont live. Donc nous faisons un nouvel article et pour la nourriture fraîche, c'est 35%. Au niveau de non-food, nous sommes encore en phase de démarrage. Nous avons quand même l'ambition de travailler avec GDSN quand même, mais on a encore beaucoup de travail avant de le réaliser. Ensuite, les own brands, donc les propres marques, effectivement, nous sommes un preneur de données et c'est tout un autre métier parce qu'on est également un provider de données. On n'est pas encore assez structuré pour l'organiser. Au niveau des propres marques, nous travaillons
encore avec les formulaires de listing. On demande donc les données et puis on les traite dans GDSN. Donc nous avons encore pas mal de travail à faire. Donc nous avons encore une marge de croissance. Merci Kathleen pour ton histoire honnête. Je crois que d'autres joueurs, d'autres retailers, des fournisseurs vont se reconnaître dans ton histoire. C'est bien sûr une histoire qui est difficile de temps en temps, mais on peut conclure qu'il faut investir dans le data management. Ce n'est pas seulement un coût, on a toujours un retour de certaines valeurs. Nous allons passer maintenant au sujet suivant. J'ai entendu le mot métier tout à l'heure. En Belgique, on a opté pour l'insourcing dans l'entreprise même, et aux Pays-Bas, on fait l'inverse. Donc, on va externaliser tout ça à des tiers. Tout comme une entreprise peut décider d'externaliser également la comptabilité. Et voilà, beaucoup d'entreprises externalisent également la gestion des données. Je crois que beaucoup d'entreprises le font également pour le transport. Et les entreprises optent pour ce modèle parce qu'elles trouvent que la gestion des informations de produits n'est pas le core business. Le core business, c'est la production ou la vente de produits. Et voilà pourquoi c'est considéré comme une activité à part qui peut être externalisée. Donc, vous avez l'insourcing et l'outsourcing. Est-ce que ça a été un choix stratégique? Oui, c'est un choix stratégique pour la Belgique et le Luxembourg. Donc, on continue à faire la gestion nous-mêmes. Nous sommes des partenaires pour nos fournisseurs. Donc, nous trouvons quand même important de rester le spécialiste. S'il y a des changements dans les données, qu'on envoie à des retailers ou la manière dont cela est fait, en le faisant nous-mêmes, on est toujours bien au courant des changements. Mais effectivement, aux Pays-Bas, nous avons fait un autre choix. Il y a quelques années, nous avons opté pour une collaboration avec Extract. Donc, c'est en fait un modèle hybride qui a des avantages. On peut bien comparer les avantages et les désavantages. Il y a des avantages et des désavantages. Ce n'est pas une histoire de faux ou de vrai. Je crois donc, si on fait le choix de collaborer avec un data management service, on choisit toujours de collaborer avec quelqu'un qui a des connaissances, qui a de l'expérience dans la gestion des données. Donc, le plus grand avantage, c'est qu'il faut moins investir en tant qu'entreprise et on reste au courant des changements. Le coût est fixé aussi, est fixe, donc on sait combien de produits on lance, on sait en tant qu'entreprise combien on devra payer. Donc voilà donc les avantages de l'outsourcing. Dans Belux, la flexibilité est un grand avantage aussi, donc un avantage de l'insourcing. On a souvent des deadlines très courtes, donc souvent il faut publier des références très vite et si on le fait nous-mêmes, on a sous contrôle les propres priorités, on peut accélérer les choses et c'est plus difficile si on collabore avec un autre service. Ce qui se passe également, si on travaille avec un data management service, parfois ils offrent également d'autres services. La photographie des produits, par exemple, ou d'autres raisons aussi. Donc, il y a toujours des raisons de travailler avec un autre service. Merci, Yuri. Donc, une solution hybride, vous pouvez internaliser ou externaliser les choses.
chose et ça dépend du pays. Pour toi, Kathleen, en tant que retailer, cela joue un rôle. C'est important si le fournisseur gère lui-même les informations des produits ou l'externalise. Non, cela n'a pas d'importance pour nous. Les deux choix demandent un certain investissement, mais pour nous, c'est quand même important d'avoir des données de qualité. Dans la chaîne, sinon ça va causer pas mal de problèmes. Et vous voyez donc la différence entre les fournisseurs qui investissent vraiment dans le métier et ceux qui choisissent de ne pas le faire. Absolument. On est active sur les marchés B2B et B2C, dans le food et non-food, donc on entre en contact avec différents types de fournisseurs. Des entrepreneurs locaux, de petits distributeurs ou un grand producteur international. Donc on voit quand même des différences dans la manière de gérer les données. Avec le premier groupe d'entreprises, on a souvent des situations dans lesquelles il faut encore expliquer de la terminologie de base, comme la hauteur des palettes, par exemple. Et si on a des grandes entreprises, on parle plutôt d'interface. Et c'est donc, il y a beaucoup de situations différentes. Et c'est la première catégorie, en fait, qui a plus de difficultés pour pouvoir avoir des données de qualité, parce qu'ils n'ont jamais fait le choix d'investir dans les processus, dans la gestion des données, pour pouvoir donner ces informations aux clients. Oui, donc tu dis qu'il faut toujours faire des choix stratégiques. Yuri a dit que Peter Thiel collabore avec Extract, donc c'est une entreprise qui peut gérer les Product Master Data. Donc, on peut externaliser la gestion des données. Et c'est un Data Management Service. Mais bien sûr, il y a également d'autres entreprises. Et pour rendre votre vie plus facile, nous allons les énumérer. Brandbank, qui est sponsor de cet événement aussi. F3, Foodbyte, World of Content. Mais je crois qu'il est important de parler des startups belges, d'un startup belge en Belgique aussi, c'est Master Data Partners. Ils sont actifs dans d'autres secteurs, mais ils ont quand même de l'ambition dans notre secteur aussi. Je propose de prendre un peu de temps pour répondre aux questions du public. Normalement, je reçois les questions sur ma tablette. J'ai une question pour toi, Yuri. C'est une question d'Europe. Il demande combien de produits vous avez dans votre assortiment et combien de FTE travaillent dans l'équipe, dans la data team. Si on regarde les différents pays dans lesquels nous sommes actifs, nous avons plus de 2000 références qui sont pertinentes pour nos clients, pour les retailers, pour les clients food service, et qui sont publiées vers un réseau GDSN, donc un peu plus de 2000. Combien de collaborateurs ensuite pour la gestion des Product Master Data? Nous avons 3 FTE, donc 3 personnes, 3 collaborateurs actifs. C'est pour le téléchargement dans GDSN, mais également pour le maintien dans notre propre système et quelques tâches supplémentaires, telles que des des tâches BBAT, FOSS+, etc. Donc, il y a 3 personnes qui s'en chargent. Merci pour ta réponse. Je vais attendre un peu. Peut-être qu'il y aura encore des questions. 30 secondes. Vous savez qu'il y a également des retards, un peu de retard sur le live stream, mais je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, on passe à la question suivante, au sujet suivant. Je vais commencer par toi, Kathleen. Un fournisseur qui est actif au Benelux
doit avoir beaucoup d'informations sur les produits qui peuvent être communiqués à des retailers. Mais pour quels objectifs utilisez-vous ces informations sur les produits? Parce que je crois que c'est beaucoup plus que de mettre seulement ces données ou ces infos sur le webshop. Effectivement, nous avons cette question souvent. Qu'est-ce que vous faites avec ces données? Parce que, bien sûr, on sait qu'on demande beaucoup de données et je vais vous l'expliquer. Les données que nous recevons de la data pool vont vers deux systèmes. D'un côté, nous avons le système MMS, Metro Merchandising System, dans lequel on fait la gestion des articles. Ce système va faire deux canaux, ou va nourrir deux canaux importants. Nous avons d'un côté les magasins qui sont preneurs de données. Donc, sur ces produits, grâce à ces informations, on peut faire l'étiquetage, donc le contenu des produits, entre autres. Ensuite, nous avons également les plateformes qui utilisent nos données, des plateformes qui vont organiser leur processus interne sur base de nos données. Donc, des plateformes logistiques, effectivement, qui font leur organisation interne. Mais avec ces données, ils pourront faire des livraisons à domicile aussi. C'est une activité importante pour nous aussi. Donc voilà, donc un côté. Ensuite, de l'autre côté, nous avons notre système PIM, Product Information Management System. Et là, nous avons 3 clients internes, ou 3 clients, ce ne sont pas seulement des clients internes, des clients. Tout d'abord, nous avons les deux webshops, MacroShop du côté de Macro et MShop pour Metro. Et toutes les informations de produits sont envoyées directement à ces webshops. Et puis, à part ça, nous avons également le système de nos dépliants. Les données peuvent être envoyées dans ce processus aussi. Et puis, dernièrement, nous avons un dernier client, ce sont les clients professionnels. C'est un groupe qui est très important pour nous. Ces clients sont souvent confrontés à des contrôles du gouvernement. Donc, ils doivent faire la gestion des données eux-mêmes. Donc, pour les produits qu'ils vont utiliser dans le restaurant, par exemple, eux aussi, ils doivent pouvoir montrer ou donner les field data. Donc, c'est un preneur de données très important aussi. Il s'agit principalement d'ingrédients, d'allergènes, de données microbiologiques, etc. Ok, merci pour ta réponse. Il y a donc beaucoup d'objectifs d'utilisation différents dans les magasins, les entrepôts, le transport pour les webshops d'un côté, et de l'autre, vous allez envoyer les données à d'autres clients professionnels, des joueurs au niveau de l'ORECA, et ces joueurs, donc ces acteurs vont toujours continuer à traiter vos données. Donc cela montre encore l'importance de cette collaboration dans la chaîne, parce que la chaîne peut être très longue et donc vos données peuvent être envoyées à d'autres clients dans la chaîne. Yuri, chez vous, les fournisseurs vont collecter des données à la demande des clients. Mais les données ont quand même une valeur pour les clients. Effectivement, souvent on pense cela et on veut toujours avoir collecté des données, publié des données, et souvent c'est à la demande des clients. Parce que les clients ont bien sûr de contact avec le consommateur final, mais il y a quand même beaucoup de raisons pour lesquelles on veut utiliser ces données en interne aussi. Tu l'as déjà dit, les activités logistiques peuvent être externalisées aussi. Dans notre cas, on le fait aussi. Tous nos processus, pour tous nos processus, nous collaborons avec des partenaires externes. Au niveau des données logistiques des produits,
nous avons beaucoup de questions des clients parce que les clients veulent connaître également le poids des produits ou la hauteur d'un produit, la hauteur d'une palette par exemple, parce que cela est important pour les clients, pour les partenaires. Les partenaires doivent connaître toutes ces informations pour pouvoir organiser leur entrepôt. Nous avons également beaucoup de Field Sales Teams qui vont visiter des magasins. Ils travaillent avec une tablette de manière digitale. Ils ont bien sûr besoin de certaines informations qui peuvent être communiquées sur base des mêmes données. Concrètement, pour le food service, nous avons également développé notre propre site web sur lequel on a mis tout l'assortiment food. Kathleen a fait référence à la M-Shop. Si un fournisseur a un webshop, on peut indiquer les produits. Donc, on a besoin des mêmes données que les clients. Donc, de cette manière, nous pouvons communiquer ou offrir ces mêmes données aux clients aussi. Donc, on peut utiliser les données deux fois pour les mêmes objectifs. OK, donc en tant que fournisseur, il vaut mieux faire des informations de produits proactivement pour pouvoir soutenir les propres processus d'entreprise interne. Merci d'avoir expliqué brièvement comment vous faites le management du Product Master Data. Je vous propose de prendre un peu de temps pour les questions du public. Kathleen, une question pour toi. C'est une question à laquelle je m'étais déjà attendue. Nous avons fait des photos de produits cette année pour la directive Benelux. J'espère que vous utilisez ces photos. Effectivement, donc pour les fournisseurs du réseau live, nous allons introduire automatiquement les photos. Et si c'est bien nommé, cela se fait de manière automatique. Merci, c'est chouette que vous utilisiez ces photos. Je crois que Yuri est content aussi. J'attends un peu. Il n'y a plus de questions. OK, donc on peut passer au sujet suivant. Et c'est notre programme audit. GS1 Belux a démarré un programme audit cet été. Pour l'instant, nous le faisons, nous comparons les informations pour les produits de nourriture, les produits food préemballés, et on compare ces informations avec les infos sur les emballages du produit physique. Et le fournisseur nous envoie l'artwork ou les photos des emballages pertinents. Kathleen, il existe quand même des contrôles de système depuis des années déjà. Nous en avons déjà parlé. Ce sont des règles de validation qui ont été décidées par le secteur pour pouvoir contrôler si les fiches de produits sont complètes et correctes. Cela ne suffit pas? Oui, on a des systèmes depuis beaucoup d'années déjà, mais on a quand même vu que ces systèmes ne fonctionnent pas toujours à 100%. Il y a deux raisons importantes. Certaines informations des produits ne peuvent pas être contrôlées de manière automatique. Je vous donne un exemple. Si on regarde la description des produits, le descriptif qui est écrit en plusieurs langues en Belgique, si les data providers décident d'écrire le néerlandais dans tous les champs, on ne va jamais pouvoir le contrôler si le contenu est toujours correct. Un deuxième exemple, des allergènes. Nous pouvons toujours contrôler si le champ est bien rempli. Donc on peut faire ce contrôle, mais on ne peut jamais contrôler si on a effectivement mis tous les allergènes et si ces informations sont complètes. Donc c'est un contrôle qui se fait,
déjà, mais ce n'est pas toujours à 100% correct. À part cela, donc à part les règles de validation, nous avons encore une deuxième raison pour laquelle les données ne sont pas toujours correctes à 100%. C'est dû au fait que les informations des produits changent. Quand des infos changent, comme la liste des ingrédients ou les valeurs nutritives, le producteur doit lui aussi changer les données dans la poule. Si cela ne se fait pas, le produit physique n'est plus le produit dans la data pool. Donc il est important de savoir qu'un data provider ne fait pas les informations de produits que lorsque le produit est fait, mais il faut toujours changer ces informations si le produit change. Effectivement, donc il faut parfois changer les informations, mais c'est quand même très intéressant ce que tu dis. On crée des informations lors du lancement d'un nouveau produit, mais le Digital Twin, la fiche doit connaître le même cycle de vie du produit. Souvent, ces produits changent un peu, sont modifiés durant le cycle de vie avant d'être retirés ou supprimés de l'assortiment. Comment est-ce que vous détectez que les informations ne sont pas suffisantes, sont incomplètes dans votre entreprise? Oui, malheureusement, Tom, on le détecte trop tard. Je vous donne un exemple. Un client professionnel nous contacte et dit qu'il a eu un contrôle du gouvernement, des autorités. Il n'a pas pu donner les bonnes data. Les clients ne sont pas contents. Et c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui se fait souvent, nous avons beaucoup de livraisons à domicile et on envoie les données à nos partenaires logistiques au moment où le poids du produit n'est pas correct, le produit n'est pas livré à domicile. Concrètement, si le partenaire logistique vient récupérer les colis, on lui donne un certain poids et le fournisseur arrive sur place et il voit qu'on a besoin de 2 personnes pour pouvoir livrer le produit parce que ça pèse trop, et ben on ne peut pas livrer. Un autre exemple classique que vous connaissez tous, je crois, c'est le client qui est à la caisse, mais le produit ne peut pas être scanné, le client est frustré, et c'est une chose qu'on a vécue tous déjà. Donc dans plusieurs endroits dans cette chaîne, on voit des difficultés, mais souvent c'est trop tard. Ok, donc les infos de produits, les bonnes infos peuvent toujours éviter beaucoup de problèmes. Peter Thiel a également participé beaucoup à ce programme audit. Donc, il y a eu un groupe de travail qui est parti du néerlandais pour la qualité des produits 2.0 et vous avez 2 fournisseurs pour 2 magasins. Est-ce que cela vous a donné des infos, des idées? Effectivement, pour nous, c'est important. On gère les données dans GDSN nous-mêmes, donc on a trouvé important de collaborer dans ce projet pilote pour pouvoir communiquer et être au courant de tout. On avait déjà une idée des allergènes. On croyait qu'au niveau des allergènes et tout, tout était en ordre et on est content de constater que tout est en ordre. On a également eu des surprises moins agréables, des instructions pour la préparation, le marketing, etc. Toutes ces choses ont leur propre place. Et on voit que on a énormément de marques, donc souvent des produits
produit n'arrive pas à la place correcte et ça crée des difficultés. Même chose pour les logos. Il y a pas mal de logos et nous avons certains endroits où on peut donc maintenir ces logos. Et on voit que nous avons encore pas mal de travail pour bien gérer ces logos. Nous avons donc choisi de travailler également dans ce groupe pilote. Et je peux conseiller à tous les fournisseurs de démarrer très vite et de agir vraiment. Et je suppose que sur base des données dans le groupe pilote, vous pouvez régler tous les produits. Effectivement, comme j'ai déjà dit, nous essayons toujours de détecter les erreurs et de solutionner les erreurs au début de la chaîne. Si un client signale qu'il y a des problèmes avec des données, il est important de corriger cette erreur, mais il faut toujours vérifier également quels produits doivent être contrôlés après. Et ainsi, nous pouvons continuer notre démarche. On a une erreur, on la corrige, et puis il faut adapter également les contrôles internes au début. Comment est-ce qu'on peut modifier les contrôles internes pour éviter ce genre d'erreur dès le début? Donc ainsi, on peut veiller à la qualité du processus. Ok, bien, je peux donc conclure que avoir une fiche de qualité, un digital twin de qualité d'un produit physique est très important. Si on crée un digital twin mauvais, c'est en fait la même chose que de mettre un produit qualitatif dans un mauvais emballage. Ok, nous passons à un autre sujet. Global Standards One, ou l'abrégé GS1. Nous sommes une organisation de membres avec plus de 2 millions d'entreprises ou d'autres types d'organisations. Il y a même des autorités, des gouvernements qui sont membres d'un des quelques 110 bureaux locaux. Chez nous, nous avons quelques 8700 membres. Certains de ces membres sont très actifs. Nous avons entre autres un conseil d'administration dans lequel siègent 22 entreprises comme Macrométro et là on travaille sur les ressources et le plan stratégique. À part ça, dans les secteurs, nous avons également des groupes de travail, des groupes de pilotage. Depuis 2018, par exemple, nous avons un groupe de travail Benelux qui gère qui comprend des fabricateurs, des supermarchés, des entreprises food service, et on va toujours regarder les caractéristiques des produits qui peuvent être ajoutés aux produits. On a également un projet ou un groupe de pilotage au sein du Benelux dans lequel on va essayer de traiter les données de produits. On peut travailler également sur les digital assets, par exemple. On l'a déjà fait, mais on peut, par exemple, dire que l'année prochaine, nous allons travailler sur des certificats qui peuvent être échangés au sein de la chaîne, ou on peut travailler également sur de nouvelles méthodes pour contrôler la complexité ou la totalité des fiches des produits. Yuri, tu travailles pour une organisation Benefralux. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Eh bien, pour nous, c'est une évolution logique.
l'étape ou le passage du Belux au Benelux. On est organisé de cette manière déjà. Donc nos activités de marketing se fait par pays et on a toujours les management des données. Donc c'est organisé de manière centralisée. Donc c'est plus logique. S'il y a des changements, des modifications de données qui doivent être envoyées à des clients, l'échelle doit être grande. Sinon, il faut toujours agir pays par pays. Ok, Kathleen, tu travailles pour la fille belge d'une multinationale allemande. Comment est-ce que tu vois cette évolution? Effectivement, Metro est une entreprise multinationale, mais nous voyons également que nos fournisseurs, nos clients deviennent de plus en plus multinationaux aussi. Donc on évolue vers un seul marché. Et bien sûr, c'est évident, ou c'est même une condition. Les données doivent être uniformisées aussi. Comme Yuri l'a déjà dit, cela crée des possibilités aussi pour chercher des synergies dans la gestion administrative de ces choses. Mais nous, en tant que groupe, on n'est pas encore prêt à faire cela. Donc, on a encore plusieurs étapes à prendre. Mais il y a quand même des difficultés, des possibilités plutôt. Bien, je prends un peu de temps pour les questions du public. Je prends la tablette. J'attends un peu. J'ai une question pour toi, pour moi plutôt. Est-ce que nous pouvons également devenir membres de ces organes qui décident de tout? C'est une question double en fait. On peut devenir membre et on peut décider de tout. Eh bien, oui. Tous les membres de GS1 Belux peuvent devenir membres. Donc, toutes les entreprises, les 8700 entreprises peuvent devenir membres. Il s'agit non seulement de personnes, mais également d'entreprises. Bien sûr, il est impossible d'avoir des discussions en ligne sur des plateformes, mais ce problème ne se pose pas. Parce que nous avons des conditions. Il faut investir du temps, des connaissances, il faut bien se préparer aux réunions. Donc c'est un investissement supplémentaire qui s'ajoute à l'investissement dont nous avons parlé tout à l'heure. Donc beaucoup d'entreprises ne peuvent pas envoyer des membres à cette plateforme. Donc il y a un groupe d'entreprises, des membres actifs qui vont aider à construire et traiter, entretenir les standards. Les personnes qui sont membres d'un tel groupe de travail savent qu'ils ne participent pas seulement à leur propre nom, mais également au nom des collègues. Je vous donne un exemple concret. Si un fournisseur de fruits et de légumes siège dans le groupe, un grossiste, il doit également réfléchir sur des situations que connaissent ses partenaires. Une deuxième chose que je veux vous dire, c'est que même si on n'est pas membre d'un tel organe, tous les membres peuvent demander un changement ou une modification. Si on veut échanger une caractéristique de produit supplémentaire ou si des explications dans notre manuel ne sont pas toujours claires, on peut toujours introduire une demande de changement. On peut le faire à la helpdesk et les collègues là vont vous aider. Je passe maintenant à la deuxième partie de la question. Est-ce qu'ils décident de tout? Non et oui. Un groupe de travail travaille dans un certain cadre, un certain mandat qui reçoent d'un organe supérieur. Donc nous avons des groupes qui réfléchissent sur certaines parties de notre plan stratégique et ça veut dire qu'on réfléchit sur les 3 années à suivre. Donc ils vont en fait faire un travail de réflexion et ils vont concrétiser les actions dans le plan stratégique. Et ce sont en fait des groupes de pilotage, des groupes qui
qui vont créer également des groupes de travail, donc des comités de pilotage qui vont créer des groupes de travail. Donc il faut apporter, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice pour réaliser toutes les actions. Je vois qu'on n'a pas encore reçu de deuxième question, donc je propose de passer au sujet suivant. Il est 11h50, on a encore 10 minutes. Donc un dernier sujet dont on a parlé également l'année passée, il s'agit des images. C'était un des sujets durant une session l'année passée, mais un autre sujet, c'était le Global Data Model. C'est une fiche de produit internationale standardisée. On l'appelle souvent le modèle de l'oignon parce qu'il y a plusieurs couches qui doivent être réalisées dans le monde entier. Donc nous avons un produit local, régional, global et local. Donc global, c'est le monde entier. Régional, c'est les pays, et local, c'est pour nous, c'est le Benelux, avec des champs de produits qui doivent être remplis pour des marchés spécifiques. L'année passée, nous avons annoncé que le Benelux Data Model allait être adapté cette année-ci. En février, nous avons communiqué via différents canaux que cette date allait être le 20 novembre. Donc, ce changement s'annonce. Nous avons mis à disposition plusieurs informations parce qu'il faut toujours bien se préparer. Une telle modification, un tel changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut toujours vérifier. Est-ce que vous êtes prêts pour le Global Data Model? Oui, on est soutenu par les collègues du groupe, donc je dirais oui. Ok, je suis rassurée. Et toi, Yuri, Peter Thiel est prêt? On a dû le faire nous-mêmes, mais effectivement, nous avons fait les préparations. Donc, nous sommes prêts pour commencer dans un mois. Beaucoup de fournisseurs utilisent leur propre système pour créer ou modifier les fiches de produits. Pour ce groupe cible, je veux encore vous donner un peu d'explications sur comment cette intégration sera réalisée. La semaine prochaine, le dernier groupe de fournisseurs qui utilise encore l'ancienne solution, l'ancienne interface, ces clients sont intégrés dans l'interface de My Product Manager. Donc, tous les fournisseurs qui utilisent les systèmes de GS1 pourront gérer les informations des produits. Donc, pour ce groupe cible, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous avons trois situations qui peuvent se présenter. Tout d'abord, quelques produits vont disparaître, des produits qui ne sont plus pertinents à distribuer. GS1 va bien sûr supprimer ces infos des fiches de produits. Ensuite, une deuxième situation, on peut également ajouter de nouvelles caractéristiques aux produits. Ce sont des choses qui ne sont pas échangées au sein du Benelux pour l'instant, mais qui sont échangées au niveau global. Donc, on a décidé, on a vu que c'est quand même important d'avoir réellement ces informations. Donc, c'est votre tâche. Ces infos sont déjà disponibles en ligne. Donc, en principe, vous êtes déjà en train de travailler sur la collecte de ces données pour faire en sorte qu'à partir du 20 novembre, vous puissiez enregistrer ces infos dans les fiches de produits. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, je vous conseille de jeter un œil sur le site cet après-midi. Ensuite, une troisième situation qui est un peu plus complexe, un peu plus difficile à suivre. Dans certains cas, nous avons des infos qui sont remplies dans le champ A et ces infos doivent être déplacées au champ B. Pourquoi? Eh bien, historiquement parlant, la même situation dans différents pays, ces infos sont gérées d'une différente manière. Dans un pays, c'est dans un champ et dans un autre
pays, c'est dans l'autre. Donc voilà pourquoi on a pris des décisions au niveau européen et au niveau international pour voir dans quel champ ces infos doivent être remplies. Au sein du Benelux, on utilise par exemple déjà champ A, donc on ne doit rien faire, mais si on doit passer au champ B, GS1 va essayer de vous accompagner dans le processus pour déplacer les données de A à 2. Cela ne va pas être possible dans tous les cas. Il y a certaines exceptions et pour ces exceptions, il faudra changer manuellement les données. Pour les utilisateurs machine-to-machine, par exemple, on a des utilisateurs qui devront faire manuellement les adaptations en collaboration avec le Solutions Provider. Mais comme j'ai dit, toutes les informations se trouvent en ligne. Vous pouvez aller à gs1belu.org. Donc, vous allez trouver ça, toutes les infos. Vous cliquez sur le secteur et puis sur le thème, le sujet information de produit dans My Product Manager ou GDSN. Et puis, vous allez trouver un banner sur le Global Data Model. Donc, c'est très facile. Nous partageons le lien également dans le chat. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette session. J'ai quelques takeaways, plusieurs choses que j'ai notées. La gestion des infos d'un produit, c'est un vrai métier, un domaine dans lequel il faut investir comme entreprise. On peut investir en embauchant des personnes, en achetant des systèmes, en réfléchissant sur des processus, mais il est également possible de externaliser ce métier à d'autres parties. Et puis troisièmement, on collecte les données pour le client. On ne le fait pas seulement pour les clients. Ces données ont une valeur interne aussi et c'est donc important pour soutenir les processus de l'entreprise. Kathleen et Yuri, nous sommes arrivés à la fin. Je vous remercie beaucoup d'être venus au studio aujourd'hui. Nous avons une meilleure idée de comment vous gérez les données, les informations des produits chez Macrometro et Petersil. Je veux remercier tout le monde qui a regardé cette session. J'espère que vous aussi, vous êtes inspirés et j'espère vous revoir l'année prochaine en présentiel. C'est la deuxième année qu'on doit le faire virtuellement, mais l'année prochaine, j'espère donc que ce sera en présentiel avec des olives et des antipastilles de pétersil et des boissons de métro. Donc, c'est midi, je vous dis bon appétit et au revoir.